Merci, bonjour à tous. Alors avant de me présenter, je vais commencer par un petit quiz, mais je vous ai un peu donné la réponse en mettant les slides, je pense. Et du coup, je voulais vous parler, parce que je vais vous parler de soft robotics. Donc c'est un terme en anglais, mais du coup, on peut imaginer plusieurs traductions de ce terme. Alors du coup, la première, je vous ai affiché un peu le quiz, vous avez peut-être eu plus le temps de réfléchir à la question. Est-ce que, pour vous, la soft robotics, ça peut être des robots qui ne boivent jamais d'alcool, vu qu'ils boivent que du soft? Qui serait pour cette réponse? Non, pas trop. Alors, ça pourrait être aussi des robots soft, c'est-à-dire ils sont soft, ils sont doux, ils sont soft, puis ils sont polis, parce que quand quelqu'un est soft, il est plutôt poli, non? Ça vous plairait peut-être d'avoir des robots doux et polis? Pas trop. Des robots faciles à éduquer. Ils sont soft. Il y a certains ados, des fois, qui ne sont pas faciles à éduquer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, là. Mais on peut dire que des fois, ils pourraient être soft. Et ça, il n'est pas trop dur à éduquer. Non. Et donc, est-ce que ça pourrait être des robots souples, faits de matériaux déformables? Qui est pour cette réponse? Voilà. En même temps, j'avais donné un peu la réponse avec le titre. Alors, je vais me présenter. Christian Durier, je suis chercheur à l'INRIA. L'INRIA, c'est un institut de recherche en informatique et automatique. Et pour retracer un peu mon parcours, je vais vous montrer une vidéo de ce que je faisais avant de faire de la robotique souple. Alors, je faisais des simulateurs chirurgicaux. C'est un peu des jeux vidéo pour les chirurgiens. Alors, il y a juste un truc, c'est si jamais des gens ne sont pas très à l'aise avec des trucs un peu liés à la chirurgie. Bon, normalement, c'est des images de synthèse, donc ça ne va pas trop. Voilà, mais je préfère prévenir, comme ça vous pouvez juste détourner le regard. Mais voilà. Donc, je développais avec une équipe des simulateurs où l'idée c'est que des chirurgiens peuvent s'entraîner à faire de la chirurgie sur un simulateur plutôt qu'ils s'entraînent sur nous. Voilà. Donc vous avez un espèce de modèle, là vous voyez c'est un modèle d'un œil, on voit bien que là pour l'instant c'est un œil qui est faux, ce qui permet de toucher, etc. Puis après on met une texture et tout de suite ça rend déjà plus réaliste. Bon, depuis on a fait encore plus réaliste, mais ouais, ça devient, après il y a du sang, tout ça, ça devient un peu... Comme en début d'après-midi, c'est un peu too much. Et donc, dans ces simulateurs chirurgicaux, une des difficultés, c'était d'être capable de simuler le comportement de l'œil, vous voyez, le comportement des organes, et puis de faire ressentir au chirurgien le toucher, comme si on touchait en vrai. Vous voyez, il tient dans ses mains une espèce de manette qui s'appelle un retour haptique, un retour d'effort. Et donc, quand il touche l'œil en virtuel, il peut avoir la sensation qu'il le touche en vrai. Et donc ça, c'était tout un thème de recherche, où il y a encore plein de choses à faire, etc. Mais on a créé une entreprise qui s'appelle Insimo, et qui en fait a développé ce simulateur pour apprendre cette chirurgie, et notamment dans les pays en voie de développement, avec une fondation qui s'appelle Help Me See, qui est une fondation américaine qui en fait a pour vocation de développer des centres de formation de chirurgie un peu à travers le monde. Et donc, comme il y a des gros besoins de formation dans ces pays-là et qu'on n'a pas forcément le personnel, et en plus il y a certaines chirurgies qui ne sont pas tout à fait pareilles dans les pays en voie de développement, notamment pour pouvoir faire des chirurgies aussi un peu moins chères. Et donc du coup, à la fois c'était sympa parce que du coup on a créé une boîte et puis ça a été utilisé, mais aussi est arrivé un moment dans mon parcours de recherche où j'ai commencé un peu à réfléchir à faire d'autres choses. Et donc du coup je vais vous raconter comment j'ai rencontré les robots souples. En fait, à l'époque ce qu'on cherchait à faire, c'était à ce que vous voyez ce modèle de l'œil. Suivant les patients, il peut être plus ou moins dur, parce que il peut être, en tout cas les paramètres mécaniques qu'on va mettre dans le modèle, ils peuvent changer d'un patient à l'autre. Et donc ce que je cherchais à faire, c'était des algorithmes qui permettent de retrouver les paramètres. Ça s'appelle ce qu'on appelle des modèles inverses. On observe la déformation, on voudrait une certaine déformation, on regarde les paramètres qui permettent d'avoir cette déformation. Et du coup, j'ai trouvé un algorithme pour faire ça.
Et du coup, je me suis dit, en même temps, c'est difficile à comprendre. Et donc, comme je faisais un petit peu de robotique avec mes manettes pour les chirurgiens, je me suis dit, je vais faire une sorte de manette souple où je vais montrer qu'on arrive à retrouver les paramètres mécaniques. Et donc, pour faire ça, l'idée, c'était de dire, on pilote un bout qui est, vous voyez, c'est une structure souple. On a le haut de la structure, on peut imposer un certain mouvement. Et le modèle inverse, donc un mouvement de déformation naturel, un modèle déformable, il va nous dire, si on tire sur la structure, voilà ce que ça donne comme déformation. Mais là, c'est l'inverse. On dit, on voudrait que ça se déforme de telle façon. Comment je vais tirer, je vais déformer la structure pour obtenir cette déformation. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle inverse en mécanique. Et en fait, j'ai fait une petite maquette avec une étudiante. Et du coup, on avait cette possibilité de piloter le haut. Là, vous voyez le point qui est en haut. Sur le logiciel, on est capable de le piloter. Et puis, en temps réel, donc c'était aussi l'intérêt de l'algorithme, c'était qu'il allait vite. On est capable de trouver comment actionner la structure pour aller pour appliquer le point qu'on désirait. Donc, encore une fois, l'utilisateur il pilote le point orange que vous voyez là, et le logiciel trouve comment tirer sur les câbles, et on applique ce mouvement sur le vrai robot. Voilà. Et donc ça, c'était un travail que j'ai fait en 2013. Et en fait, quand j'ai présenté ça, ça a eu pas mal de succès. On s'est rendu compte qu'il y avait toute une communauté qui attendait ce genre de modélisation. Et du coup, grâce à l'INRIA et à d'autres instituts, on a créé une équipe qui s'appelle l'équipe Defrost, qui est à Lille, et qui s'appuie sur un logiciel qui s'appelle SOFA, qui est le logiciel justement qui servait à faire les simulateurs chirurgicaux et qui aujourd'hui nous sert à faire des robots déformables. Et donc depuis, on a fait plein de robots. Donc j'aurais plein de trucs à vous montrer. Alors on ne va pas tous vous les montrer, mais voilà, l'idée c'est aussi que tous les travaux que je vais montrer, c'est des travaux de cette équipe. Hein, ce ne sont pas que mes travaux. Voilà. Et donc l'idée c'est d'avoir un nouveau type de robotique où le principe c'est qu'on va déformer, on va assouplir la robotique. Alors pourquoi faire des robots souples ? Alors c'est vrai qu'on a fait des progrès incroyables en robotique ces dernières années. Hein. Donc là, vous voyez le robot de Boston Dynamics. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo, mais on a des robots qui sont capables de faire de la gym, des figures. Voilà. C'est assez incroyable, hein, capable de sauter. Et d'ailleurs, vous pouvez observer qu'il y a quand même une certaine, même si tout est très rigide, il y a quand même une certaine souplesse au niveau des articulations. Enfin, on a quand même l'impression que le robot a une certaine souplesse pour pouvoir faire ces exercices. Il découvre le parcours au fur et à mesure. Alors, il ne découvre pas le parcours. Le parcours est très très connu pour lui. On pourra en discuter si vous voulez d'ailleurs. Voilà. Tout est modélisé, etc. Autre domaine où on a fait d'énormes progrès en robotique, c'est la robotique chirurgicale. Donc, qui est beaucoup plus en lien avec ce que je faisais avant. Donc là, ce que vous voyez, c'est un robot qui s'appelle le Da Vinci, qui est un robot en fait téléopéré. Donc l'idée, c'est que vous avez un système. Donc ça, c'est des trocars qui vont dans le ventre du patient. Le ventre du patient est gonflé avec du gaz, du CO2, et puis le médecin peut opérer. Mais comme il est sur une console avec des outils, un peu de téléopération, il peut du coup démultiplier ses gestes, c'est-à-dire faire des gestes beaucoup plus précis que ce qu'il pourrait faire en vrai, puisqu'il a cette possibilité d'avoir des petites pinces qui sont bien articulées, très précises. Mais alors, par contre, là, il faut bien comprendre que c'est de la téléopération, c'est-à-dire que le robot ne fait aucun mouvement en autonomie, c'est le chirurgien qui va lui donner les mouvements qu'il a à faire. Quoi. Voilà. Là, vous comprenez mieux l'idée, c'est que, vous voyez, lui, il tient des manettes, et donc ce qu'il va faire comme geste sur les manettes, ça va être reproduit sur le robot. Donc ça, c'est des choses aussi super sympas qui ont été développées ces dernières années en robotique. Et aujourd'hui, de plus en plus de chirurgies se font avec une assistance robotique pour être plus précis, plus fiable, etc. Mais parfois, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne vous ai pas montré de chirurgie qui ne fonctionne pas, quand même. Mais ça, c'est des photos, du coup, des vidéos aussi de Boston Dynamics, pour vous montrer que tout ne marche pas comme... des fois, c'est le shooting qui se passe bien, mais pas le... Voilà, donc bon, des fois, ça ne fonctionne pas. Et puis alors, il y a un autre truc qui est assez rigolo, qui commence à dater un petit peu, mais il y avait justement, dans les années où on a créé l'équipe, il y
il y avait un challenge qui s'appelait le challenge de la DARPA, qui a consisté à mettre tous ces robots humanoïdes dans des situations réelles et voir ce qu'ils étaient capables de faire. Et dès qu'on sort les robots du labo ou d'environnements qu'on connaît très bien, et ben justement, par rapport à votre remarque, dès que ça s'éloigne de l'environnement qu'on connaît, c'est compliqué. Et il y a des choses qui se passent qui ne sont pas trop ce qu'on avait prévu. Donc c'est vrai que cette vidéo elle est assez rigolote parce que, par exemple, sur du sable, il ne sait pas. Là, par exemple, il est censé toucher la poignée, il ne la touche pas et donc il tombe. Bon là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais pour dire que c'est compliqué en fait de gérer un robot dans un environnement qui est inconnu. Ça vous fait rire? Elles sont sur YouTube, ces vidéos, donc si vous voulez voir la suite, si ça vous fait rire, voilà. Mais il y en a plein. Des robot fails, c'est assez rigolo. Ok. Et donc, un autre sujet sur lequel on a espéré pendant longtemps avoir des robots, et puis ça ne prend pas forcément, c'est des opérations de sauvetage, par exemple. Depuis de nombreuses années, on se dit, tiens, quand il y a des immeubles qui tombent ou un tremblement de terre, on aurait envie de pouvoir aller sauver des gens sous les décombres avec des robots. Et c'est quelque chose qu'on a toujours du mal. Alors aujourd'hui, on sait mettre bien des drones autour pour rétablir les communications, ce genre de choses. Mais à l'intérieur, c'est toujours compliqué. Puis accessoirement aussi, dans notre quotidien, on n'a pas encore tout à fait des robots d'assistance pour faire des travaux ménagers, notamment pour les personnes âgées ou handicapées. Et je reviens encore sur un truc en chirurgie qu'on ne sait pas faire. C'est une des choses qui, pour le chirurgien, est un des trucs les plus simples, qui est la partie où il va suturer. C'est un truc qu'ils ont l'habitude de faire ça. Donc très souvent, si vous allez voir une opération, en fait, le chirurgien va dire à son étudiant, vas-y, je te regarde, tu fais la suture, c'est toi qui termine l'opération, parce que déjà c'est en fin d'opération, donc il ne peut plus se passer grand-chose, tout est stabilisé. Et c'est quelque chose qui est pour eux assez simple. Et pourtant, d'un point de vue robotique, là, ce que vous voyez, c'est un robot qui le fait, mais en fait, c'est manipulé. C'est-à-dire que tout le savoir-faire des gestes, etc., c'est à la fois compliqué de le faire même en télémanipulation avec le robot, plus compliqué que de le faire avec des pinces directement, pour le coup. Et puis c'est à automatiser, c'est vraiment très compliqué. Alors que c'est une tâche qui pourrait être automatisée, parce qu'elle est censée être chirurgicalement assez simple. Et alors voilà, donc là je vais faire un petit changement de point de vue. Et du coup, ça nous pose des questions sur la robotique, de là où on en est aujourd'hui en robotique. Et aujourd'hui, pour moi, il y a deux façons de voir un peu la robotique dans la société. Il y a cette vision de la robotique qui révolutionne l'industrie, qui est très moderne. Donc on voit, par exemple, l'inauguration d'un robot chirurgical, on va lire les titres dans la presse, c'est symbole de modernité. Donc robotisation, donc c'est de l'efficacité, c'est de la modernité, de la rentabilité. Et puis vous avez d'autres types de titres. J'ai pris des titres de la presse, vraiment. C'est tout ce que les robots font peur aujourd'hui. C'est-à-dire, les robots remplaceront-ils les humains? Est-ce que c'est vraiment une chance pour l'homme, etc. Et donc il y a un truc qui est assez marrant en robotique, c'est que quel que soit le contexte, c'est toujours perçu comme moderne. Voilà, ça c'est... Et donc je vais vous montrer une vidéo de 1967. Completely unaffected by heat, cold, fumes or dust, it could take over a lot of unpleasant jobs. It can operate unattended for 500 hours. Originally developed in the States, it's now being made in Britain, and this was its public debut. Have one with me. Donc voilà, c'est une pub pour un robot industriel, donc qui dit en gros ça peut faire un tas de trucs, etc. Et puis ça peut même accessoirement servir un verre au patron. Voilà, 1967. C'est un peu la rencontre entre Star Wars et le piano cocktail de Boris Vian. Walter est un robot barman capable de vous servir un gin tonic ou un mojito en 1 minute chrono. 2019. Et alors on passe ça à la télé en disant regardez, c'est nouveau, un robot qui sert un cocktail. Voilà. Et en fait, c'est assez marrant parce que du coup, je montre ça pour vous montrer à quel point la robotisation, ça véhicule cette idée de modernité. Pour autant, bon, globalement, il y a peut-être un peu plus d'automatisation en 2019, mais globalement,
des robots, ils savaient déjà servir un verre en 1967. Donc, c'est pas si nouveau que ça, quoi. Voilà. Mais ça véhicule cette idée quand même que c'est moderne. Et donc, d'un autre côté, c'est aussi perçu comme une menace. Et là, on peut même venir à l'origine même du mot robot, donc qui vient du petit Robert. Donc, le robot, c'est une machine à l'aspect humain. Qui peut, la deuxième définition, c'est qu'il peut se substituer à l'homme pour faire certaines opérations. Et puis voilà. Donc, étymologiquement, le mot robot vient d'une pièce de théâtre qui s'appelle Reason's Universal Robots, où toute l'histoire de la pièce de théâtre, c'est justement une machine qui vient remplacer les hommes. Et donc, depuis le début, en fait, depuis vraiment l'origine, c'est quand même vachement ancré. Et un des points qu'on peut observer, c'est que les robots ont été développés surtout pour l'industrie. Et globalement, alors peut-être qu'il faut quand même un peu d'imagination, mais globalement, la conception même des robots, c'est des bras humains, un peu plus gros, un peu plus forts, un peu plus précis et un peu plus rapides. Voilà. Donc là, à droite, c'est moins c'est pas tellement la morphologie de l'homme, mais ça serait, si on devait le faire à la main, nous, on ferait le même mouvement, mais on le ferait moins rapidement. Et donc, il y a à la fois un vrai héritage anthropomorphique. Donc, anthropomorphique, ça veut dire ça copie un peu la manière dont nous, on est. Et puis, un héritage industriel. Et dans l'héritage industriel, il y a cette idée que tout est quand même bien positionné, rangé. On connaît bien l'environnement dans lequel on est. Et donc, pour l'instant, les robots, c'est quand même des machines très solides, très rigides. Et il y a cette idée quand même de faire des machines souples. Alors pour moi, j'ai trouvé en science-fiction, pour moi, après peut-être ça c'est moi qui dis ça. Pour moi, la première apparition d'un robot souple, c'est Dr Octopus, mais peut-être qu'il y a avant, mais voilà. Parce que du coup, Dr Octopus, il a ces tentacules qui sont qu'on a l'impression d'être souples, même si ils sont quand même, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est fait on voit que c'est métallique. Donc en fait, en soi, c'est impossible. Bon. Dr Octopus, ça va être difficile de voir un truc qui est souple en métal, mais bon. Mais il y a quand même cette idée de coup de métallique, de froid, de menaçant. Et puis un autre truc de Dr Octopus, c'est un scientifique qui a eu, dans l'histoire de Dr Octopus, il a refoulé ses sentiments, etc. Donc il a eu une enfance très difficile. Et donc du coup, il s'est mis à fond dans la science. Et il est vraiment résolument moderne, convaincu du pouvoir de la science et de la technologie. Et donc, il maîtrise une science qui est inaccessible à tous. Et il y a aussi cette idée-là derrière Octopus. Alors, je vous dis, j'ai précisé métal d'abord. Et je vous précise tout ça pour juste vous faire écouter un petit passage de Bruno Latour qui dit que pour lui, c'est la fin du monde moderne. Anglais avait appelé ça la bifurcation de la nature, comme si, à partir d'une certaine époque, le XVIIe siècle en gros, la nature avait bifurqué. Le monde est fait de choses qui sont vraies, connues par les sciences, mais inaccessibles en dehors des sciences. Et tout ce que nous ressentons, nous, les humains et les êtres vivants, c'est subjectivement peut-être intéressant, mais c'est pas ce dont le monde est fait. Et ce monde-là, c'était ça, disons, la grande définition du monde précédent, ce que j'appelle, pour simplifier, le monde moderne. Parce que ce qui m'a intéressé toujours, c'est une anthropologie du monde moderne. Maintenant, si vous prenez la situation dans laquelle nous nous trouvons, on se dit, mais finalement, l'élément, disons, le plus évident qui saute aux yeux quand on est dans le Covid, quand on est dans le changement climatique, c'est la question plutôt que le monde a l'air fait de vivant. Et on découvre de plus en plus, avec les sciences de la Terre, avec l'analyse des vivants et de la biodiversité, etc., que en fait, ce monde dans lequel on se trouve, le monde des vivants, c'est plutôt lui qui apparaît comme le fond métaphysique du monde dans lequel on est. Alors, je ne sais pas si vous avez tout saisi du propos de Bruno Latour, mais il nous explique qu'effectivement, on s'est enfermé avec la modernité dans ce côté science exacte, inaccessible,
un peu comme le Docteur Octopus hein, que je présentais avant. Et qu'il y a effectivement aujourd'hui une vraie réflexion autour de la nature, d'observation de la nature, et de se dire aussi on n'est pas complètement décorrélé de la nature, on est en fait tout en lien, on est dans un système écologique qui est commun, et donc nos machines, elles doivent aussi cohabiter avec ce monde écologique. Et donc dans cette veine-là, il y a pas mal de gens qui en fait cherchent à faire des machines de plus en plus bio-inspirées, voire bio-mimétiques. Et dans cette veine-là, donc voilà, il y a une partie des roboticiens qui se sont dit, en fait, on fait des machines comme ça, en s'inspirant d'êtres humains, qui sont plutôt faits de matière souple. Et du coup, est-ce qu'on ne devrait pas, en fait, nous aussi nous intéresser à faire des machines souples? Et quand on regarde effectivement ces machines, c'est des machines extrêmement complexes. Mais on peut se poser la question, elles peuvent être, en fait, pour toute cette complexité, elle vient aussi en partie du fait que ces machines sont rigides. Elles ne s'adaptent pas du tout à leur environnement. Comme elles sont rigides, s'il y a quelque chose qui n'est pas prévu, elles ne s'adaptent pas. Et donc, en fait, nous, notre souplesse naturelle, en fait, nous permet de nous adapter. Donc, à la fois, elles sont hyper complexes, très difficiles à programmer, etc. Mais en même temps, par rapport à la biologie, elles sont aussi beaucoup trop simples. C'est-à-dire, les organismes biologiques, c'est encore un autre niveau de complexité, avec des phénomènes biologiques des cellules, donc c'est très multi-échelle, avec des matériaux très complexes. Voilà. Et donc, il y a cette réflexion aujourd'hui de bio-inspiration, essayer de s'inspirer de la nature et d'en prendre les grands principes pour avancer en fait, en sciences, en robotique. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples justement de travaux qui sont inspirés de la nature. Alors, le premier exemple que je vais vous prendre, c'est la trompe de l'éléphant. Un éléphant, c'est assez extraordinaire ce qu'il est capable de faire avec sa trompe. D'abord, il est capable de saisir délicatement des chips, donc il a beau être quand même assez costaud, etc. Il est quand même, au bout de sa trompe, il est quand même capable de faire une saisie délicate. Il est capable de faire des mouvements dynamiques précis. Donc là, vous avez un enfant qui est juste à côté, qui lui donne des chips. Il arrive à la fois à prendre les chips délicatement et à les mettre rapidement dans sa bouche avec un mouvement dynamique, déformable. C'est assez rigolo d'ailleurs. Et autre chose, c'est qu'il est capable avec sa trompe d'aller... sa trompe est équipée de capteurs, donc s'il ne voit pas où est la nourriture, il est capable d'aller la chercher par lui-même en tâtant un peu le terrain. Donc il est capable de tracer aussi. Et donc une des questions, c'est de se dire, est-ce que nous, on est capable, en fait, donc les éléments sont dynamiques, à 3 et précis, est-ce qu'on pourrait faire des robots en s'inspirant d'eux? Et donc les premiers travaux, donc ça c'est juste avant les années 2000, c'est le premier travaux qu'on peut qualifier de commencer à parler de robotique souple. Alors c'est encore fait de structures rigides articulées, mais avec, vous voyez, il y a des espèces de ressorts, et c'est très polyarticulé. C'est Ian Walker, à Clemson University, qui a fait un robot qui effectivement peut commencer à se déformer en s'inspirant des trompes des éléphants. Fait un robot qui est très polyarticulé encore. On voit qu'il reste encore très rigide, mais il commence à avoir l'idée. Et puis, ça, là c'est plus récent, disons je dirais 2012-13, il y a Festo, qui est une boîte allemande qui a développé un robot souple, donc avec cette fois-ci imprimé en 3D. Donc Festo, c'est une boîte qui fait du pneumatique. Et donc, c'est des espèces de cavités imprimées en 3D et qu'on peut venir gonfler et dégonfler. Et ça vient faire ces mouvements déformables. Donc là, on voit bien qu'on n'a plus d'articulation. C'est juste un principe d'impression 3D et de venir appliquer des forces par des pressions à l'intérieur du robot. Et ça permet de faire des mouvements d'ensemble sur le robot. Autre exemple d'inspiration, donc des chenilles. Donc là, il y a un labo à Tufts University où ils ont mélangé des biologistes et des roboticiens. Et donc, un des trucs qui les intéresse, c'est la locomotion de ces chenilles, parce qu'elle est très efficace d'un point de vue énergétique. Et donc, comment reproduire? Donc là, c'est avec des matériaux électroactifs.
donc on a des matériaux, j'expliquerai un petit peu plus loin, mais où on place de l'électricité et ça se déforme en passant l'électricité. On arrive à recréer des mouvements un peu d'ondulation comme on peut retrouver dans la chenille. Et puis, c'est dommage, mince, du coup, j'ai pas le... Bon. Du coup, il y a aussi la chenille, c'est dommage, j'ai pas la vidéo, mais la chenille est aussi capable de faire des mouvements très rapides. Et donc, du coup, ils ont aussi essayé de reproduire ça sur leur robot. Alors, des structures souples, on en retrouve aussi beaucoup dans l'eau, notamment avec des poissons qui sont capables d'onduler pour se déplacer. Et donc ça aussi, on va l'utiliser pour faire des drones sous-marins. Alors avec toute la difficulté d'incorporer l'électronique et un système autonome dans le robot. Mais du coup, on peut retrouver ces mouvements d'ondulation, ce qui permet aussi de faire des robots qui sont capables d'aller observer aussi la nature sans effrayer les animaux. Et avec des difficultés, c'est aussi d'être capable d'orienter le drone, donc avec des mouvements de la queue. Voilà. Alors, un autre modèle qui est beaucoup utilisé en robotique souple, c'est la pieuvre, parce qu'elle est capable de complètement se déformer. Il y a vraiment un corps totalement déformable. Et il y a une autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'au lieu d'avoir un cerveau centralisé comme on a nous, en fait, ces neurones sont totalement distribués le long de son corps. Donc, c'est aussi un bon modèle un peu différent, notamment quand on veut mêler un peu robotique et intelligence artificielle. Et ouais, il est capable de totalement se déformer pour sortir du trou par lequel il est passé. Et donc, il y a des travaux à la fois sur essayer de reproduire les mouvements des tentacules de pieuvre. Et donc là, je montre juste la tentacule pour montrer que c'est vraiment du coup des mouvements très doux et qu'on est capable de mettre la main, que c'est vraiment des robots qui du coup sont vraiment pas dangereux. Et puis, il y a aussi un des travaux qui ont été faits un peu, ce que je disais, sur la partie plutôt on va dire intelligence. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce robot. L'idée, c'est qu'il n'y a plus du tout d'électronique dedans. Tous les mouvements que vous voyez qui se déclenchent, ils se déclenchent parce qu'il y a un circuit avec deux substances qui réagissent chimiquement. Et donc, quand les deux substances se retrouvent, ça crée en fait un dégazage qui fait que ça se gonfle. Et donc, ils ont essayé de développer un petit circuit logique donc, à base de liquide, enfin plutôt, donc ça remplacerait l'électronique par quelque chose qui est purement chimique, quoi. Et alors évidemment, on n'arrive pas du tout à avoir faire le même nombre d'opérations que sur l'électronique, on est encore très loin. Mais c'est assez intéressant parce que l'idée, c'est de voir est-ce que finalement il y a des alternatives à l'électronique. L'électronique a pris tellement de place aujourd'hui que... Voilà. Oui. Donc je vous ai montré un peu des exemples comme ça d'inspiration. Il y a vraiment beaucoup de travaux là-dessus. Donc, et c'est un vrai sujet aujourd'hui au niveau de la soft robotique. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer un peu plus ce qui existe en technologie autour de la robotique souple. Et notamment l'émergence de cette technologie, elle vient aussi beaucoup de l'impression 3D, puisque avec l'impression 3D, on peut aujourd'hui facilement imprimer des matières déformables qui se rapprochent de matériaux organiques, qui sont proches de ce qu'on peut retrouver dans la nature, donc avec des mélanges de matières plus ou moins souples. Et là, par exemple, en impression 3D, c'est un robot qui a été totalement imprimé. Donc il n'y a pas du tout, c'est en une fois, en fait, ils impriment avec un bimatériau. Donc il y a un matériau plus souple que l'autre. Et puis, grâce à l'impression de ce système et à l'envoi d'une énergie pneumatique, on arrive à créer le mouvement du robot. Ça veut dire qu'on peut imprimer le robot en un seul morceau. Alors, évidemment, tout ça s'appuie sur l'utilisation de matériaux, de structures qui sont souples. Et la question se retrouve aussi des articulations. Alors, je vais vous montrer deux exemples aux deux extrêmes, on va dire. D'un côté, vous avez un robot qui est en fait en structure gonflable. Donc au départ, il est totalement souple. On vient le gonfler et du coup, c'est un robot qui est très léger. Mais par contre, on va garder ce principe d'articulation. Et par contre, quand il est gonflé, finalement, il retrouve sa rigidité.
D'accord, donc en utilisation, ça va quand même être c'est un matériau souple, et pour le coup, la structure va être relativement raide et on garde des principes d'articulation. Mais par contre, c'est un robot qui peut être utilisé pour pour aller observer ce qui se passe dans un environnement à distance. Et puis là, vous avez un robot qu'on a fait dans l'équipe, qui est un peu à l'extrême inverse. Voilà, j'avais oublié de couper le son, désolé. Mais comme ça, vous l'entendez un peu. L'idée, c'est que là, on utilise des matériaux qui sont relativement raides, mais comme on a évidé la structure et qu'on a fait une structure en fait légère, et elle retrouve de la souplesse. Et pour le coup, là, il n'y a plus d'articulation. On tire avec des câbles et c'est la structure qui se déforme. Et donc, on a tout ce spectre-là, du coup, dans la conception de ces robots. Alors, donc, ça, c'est les aspects un peu conception. Le choix de matériaux, c'est vraiment important pour la conception. Et un autre aspect très important pour la conception de robots souples, c'est que, alors, je vous ai montré tout à l'heure cette vidéo du poisson qui nage dans l'eau. Mais ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce robot est mort. Ce poisson est mort, excusez-moi. Ce poisson est mort. En fait, on lui a juste injecté une substance pour qu'il n'ait pas de rigidité cadavérique. C'est-à-dire que quand vous pêchez un poisson, je ne sais pas si vous avez des pêcheurs parmi vous, mais quand on pêche un poisson, il devient un peu raide. Donc là, on injecte un truc pour qu'il garde sa souplesse. Mais là, il est mort. Et en fait, on lui envoie un poisson dans un flot turbulent. Il va se mettre à onduler. Et cette ondulation fait qu'il nage. Et il avance contre le courant. Donc ça veut dire qu'en fait, un poisson, quand il nage, en fait, il se laisse juste onduler par le courant et il avance tout seul, quoi. Il n'a pas à réfléchir, à se dire, tiens, je dois bouger comme ça pour avancer. Et donc, ça change de nous notre façon d'imaginer le mouvement. Parce que nous, on n'est évidemment pas comme ça. Naturellement, la structure mécanique, si on peut parler comme ça, du poisson, fait que quand il y a un flot d'eau, il va se mettre à onduler. Et donc, ça veut dire que, aujourd'hui qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, il y a une espèce aussi d'intelligence à développer dans la conception mécanique. En tout cas, la nature a fait qu'il y a une forme d'intelligence si on peut dire ça, de design du poisson, qui fait que dans son milieu naturel, il va pouvoir nager tout seul. Et donc, il y a une idée de développer une forme d'intelligence qu'on appelle intelligence incarnée, c'est-à-dire une conception mécanique qui fait que quand je vais mettre un robot dans un milieu particulier, naturellement, son design va me simplifier le contrôle. Comme là, le poisson, naturellement, comme il ondule face au courant, il n'a pas à réfléchir à comment il doit nager. Et donc, il y a vraiment cette idée d'avoir une interaction entre le système mécanique et l'environnement de manière à alléger le travail du contrôleur. Voilà, si je peux le faire Et donc, il y a pas mal de gens qui, du coup, travaillent sur cette idée de développer des algorithmes donc, qui trouvent une morphologie au robot en fonction des contraintes qu'on lui donne. Donc, souvent, ça se base sur des algorithmes, j'ai mis révolutionnaires, mais ça doit être une correction automatique de mon... C'est des algorithmes évolutionnaires, désolé. Et donc, du coup, l'idée dans ces algorithmes évolutionnaires, c'est qu'on va pouvoir en fait avoir une espèce de population de design de robots. On va la faire évoluer, et puis on va sélectionner les meilleurs individus, puis on va les combiner de façon à avoir une nouvelle génération. Et alors, plutôt que des grands discours, je vais vous montrer une vidéo qui montre ça très bien. Donc, en fait, là, c'est des travaux de gens qui sont partis d'un cube avec différents types de matériaux. Il y a des matériaux rigides, des matériaux souples, et puis des matériaux actifs qui peuvent se gonfler et des matériaux actifs qui peuvent se réduire en volume. Et puis, ce cube, il évolue. Donc, on peut enlever des cubes, puis on peut faire évoluer les différentes matières. Et puis, ça fait différentes créatures qu'on peut sélectionner en fonction de la vitesse à laquelle ils vont. Alors, c'est assez rigolo parce que du coup, ça donne des trucs... Voilà. Et du coup, là, vous allez bien comprendre l'histoire de l'algorithme évolutionnaire, c'est-à-dire qu'on va avoir une famille. Donc, ça part du premier, de l'ancêtre, qui a un cube plein.
Voilà. Et puis qui n'avance pas beaucoup. Puis après, il y a le suivant. Donc, on évolue dans la famille, hein, donc différentes populations. À chaque fois, là, on voit le meilleur individu mais le meilleur. Donc, on sélectionne suivant la vitesse, celui qui va le plus vite. Donc, il y a des trucs bizarres qui se passent, mais on voit qu'il commence à y avoir certaines idées qui se forment, qui en plus vont servir dans les générations suivantes. Voilà, donc là, on commence à voir un petit peu une espèce de course. Là, il saute un peu. Là, il commence vraiment à courir. Là, il danse en même temps un peu. Mais on voit quand même qu'il y a le pattern de 2 pattes, hein, qui est une avant, une arrière qui sort. Puis là, à la fin, il va vraiment très très vite. Voilà. Et donc, et puis du coup, vous pourrez aller voir la vidéo. Il y a plein de. La vidéo est un peu plus longue, mais il y a plein de créatures bizarres qui sont créées. C'est assez marrant. Donc ça fait partie de tout le travail de réflexion autour de comment on pourrait essayer de développer des machines. Alors pour l'instant, c'est encore loin de la machine, ça, mais comment on pourrait développer des machines et des algorithmes qui nous aident à concevoir ces machines, mais cette fois-ci en utilisant des matériaux déformables, et ce qui est quand même plus difficile à imaginer, à concevoir. Et à côté de ça, pour développer cette technologie, il faut s'appuyer aussi sur du concret, et notamment, qui dit des formations. Donc, je vous ai montré tout à l'heure le fait qu'on peut mettre de la pression, donc du pneumatique, on peut mettre des câbles avec des moteurs, mais on peut essayer de chercher aussi dans les matériaux, des matériaux qui nous aident à créer ces déformations. Et donc, il y a notamment tous les matériaux à mémoire de forme. Donc, c'est des matériaux qui, sous une certaine chaleur, vont chercher à retrouver une forme. Et donc là, on peut venir, en fait, en mettant un peu d'électricité, chauffer le robot à certains endroits. Et du coup, on voit que ça crée une espèce de verre. La vidéo est normalement un peu plus longue. Du coup, on voit que là, il y a une espèce de mouvement péristatique qui fait que le robot peut avancer, un peu comme un verre, quoi. Et puis, il y a pas mal de travaux aussi sur les polymères. Donc, il y a des polymères, notamment diélectriques. Le principe, ça ressemble beaucoup aux muscles. C'est si on met de l'électricité dans le matériau, il va se contracter. Mais alors, par contre, les champs électriques qu'on doit mettre, c'est des kilovolts. Donc, c'est des machines qui peuvent être aussi dangereuses, parce que, évidemment, des kilovolts, il faut faire attention à ce qu'on en fait. Bien qu'il commence à y avoir aussi des polymères électro-ioniques qui sont du coup à base d'ions et qui peuvent fonctionner avec des voltages beaucoup plus faibles, mais par contre des forces beaucoup moins importantes. Et du coup, on voit que là, on retrouve un peu le principe un peu du muscle, c'est-à-dire sous un champ électrique, j'arrive à créer un mouvement. Et donc, ce qui est bien, c'est que la structure, donc le matériau, sert aussi un peu comme nos muscles, il sert aussi d'actionneur. Et donc, dans un robot, il faut une structure, il faut des actionneurs, et puis il faut aussi des capteurs pour comprendre comment le robot est, pour pouvoir le contrôler son mouvement, etc. Donc, il y a aussi tout un travail à faire sur comment obtenir des capteurs qui sont souples. Donc, on peut notamment, là, c'est un exemple de capteur qu'on peut intégrer dans du textile, où ça va changer, suivant l'extension du capteur, on va changer la capacité du composant. Et il y a aussi tout un développement au niveau technologique de... Ah, j'aurais dû couper. De l'électronique souple. Donc, en fait, on vient placer en fait, dans une couche de silicone des métaux à l'état liquide, et de manière à avoir un circuit qui soit continu et qui puisse vraiment être déformé. Donc voilà, là on peut commencer à imaginer quand on combine matériaux souples, actionneurs souples et capteurs souples, tout un robot qui pourrait devenir complètement souple. Alors du côté modélisation et contrôle, et ça c'est plus du coup la partie que j'ai développée du coup avec l'équipe Defrost. Il y avait un vrai défi autour de ces thèmes-là, puisque en fait on passe de structures rigides articulées, donc qui ont un nombre d'endroits où ça va bouger qui est relativement réduit au niveau des articulations,
généralement, les robots, on évite qu'ils interagissent leur environnement, qu'ils touchent leur environnement, ou alors c'est juste à des endroits bien définis. Par exemple, au niveau des pieds pour un robot humanoïde, au niveau des mains. En général, on va essayer d'éviter de bousculer, ou un bras manipulateur. C'est pareil, dans l'industrie, on va éviter qu'il collisionne quoi que ce soit. Et donc, il y a même toute une littérature en robotique autour de l'évitement d'obstacles. On ne veut pas toucher l'environnement. Et au niveau du contrôle, comme il n'y a qu'un nombre réduit d'articulations, on arrive, maintenant il commence à y avoir beaucoup de méthodes de contrôle pour ces robots. Par contre, sur les structures souples, pour les robots déformables, et du coup, on ne peut plus se reposer sur des modèles aussi simples. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modèles analytiques. Globalement, pour ceux qui sont en première, là, vous faites, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la trigonométrie, cosinus, sinus, tout ça, vous avez vu normalement. Donc globalement, avec cosinus, sinus, vous en sortez avec un robot, pour un robot rigide. Et alors qu'avec un robot déformable, il va falloir faire des dérivés, comme ça vous devez en faire un petit peu, je pense, des dérivés. Mais cette fois-ci, vous faites beaucoup peut-être des dérivés en temps, en physique, peut-être pas encore. Là, l'idée, c'est qu'on va faire des dérivés dans l'espace. Ça, vous verrez plutôt ça, normalement, pour ceux qui continuent dans prépa. Donc, c'est ce qu'on appelle des équations à dérivée partielle, pour lesquelles on n'a pas de solution connue. Donc, en fait, on fait des solutions numériques qui s'approchent de solutions dont la solution s'approche des équations. Et donc, on veut aussi des robots qui soient en interaction avec leur environnement, donc qui puissent être déformables, souvent dans des environnements aussi qui eux-mêmes sont peut-être déformables. Donc ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'environnement dans le modèle du robot. Et puis, le robot va se déformer de plein de façons différentes. Et donc, on a ce qu'on appelle une infinité de degrés de liberté. Et donc, pour tous les contrôler, c'est compliqué. Alors, je vais vous donner à travers un exemple un peu des travaux qu'on a fait dans l'équipe. Donc, cet exemple, c'est une tentacule qui a 8 câbles. Donc, il y a 4 câbles qui s'arrêtent à la fin de la première section et puis 4 câbles qui vont jusqu'au bout. Et donc, on peut se servir de ce robot. On peut imaginer qu'on met une caméra au bout et puis qu'on peut s'en servir pour faire de l'inspection. Donc, on veut pouvoir tirer sur les câbles et puis faire un mouvement avec le bout du robot. Et là, du coup, une des difficultés, c'est que voilà, il y a beaucoup de degrés de liberté, encore comme je l'ai dit. C'est ce qu'on appelle à la fois hyper redondant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs câbles possibles pour faire le même mouvement, mais en même temps, c'est sous-actionné, c'est-à-dire que le robot peut quand même se déformer comme il veut, s'il touche un obstacle notamment. Et du coup, ça va être très sensible à l'environnement. Et du coup, on veut pouvoir tenir compte avec ce robot des collisions et aussi éventuellement des autocollisions, donc le robot qui se collisionne sur lui-même. Et puis, on veut pouvoir faire des tâches de manipulation. Et alors, du coup, on a besoin, comme j'avais introduit, de modèles inverses. Et donc, on a étendu un peu de ces travaux sur les modèles inverses pour vraiment les adapter à nos robots. On est parti un peu de ce que j'avais fait tout au début, puis notamment avec une étudiante, on a vraiment généralisé le modèle inverse à n'importe quel type de robot. Donc là, vous voyez sur son robot, elle pilote l'extrémité du robot, et puis le modèle calcule comment actionner le robot pour trouver la bonne trajectoire. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à ce que j'avais montré au début, si ce n'est que l'environnement, on a beaucoup plus d'espace là pour travailler. Et puis, mais surtout, ce qu'elle a fait, c'est, excusez-moi, c'est développer les mêmes choses, mais avec du contact. Donc cette fois-ci, c'est toujours la même trompe. Ce qu'on demande au robot, c'est d'aller d'un point A, enfin d'ici d'une extrémité à l'autre, là, du petit point noir à l'autre point noir, en ligne droite. Vous voyez ? Donc il va de là à là. Et on a rajouté aussi un moteur pour translater le robot, la base du robot. Mais là, vous voyez qu'on met un obstacle. Et donc, entre le modèle et la réalité, il y a une chose qu'on n'a pas modélisée, c'est l'obstacle. D'accord ? Donc, ce qui est bien, c'est que le robot ne va pas casser l'obstacle. L'obstacle ne va pas non plus casser le robot, parce que vous faites le même genre de choses avec un robot rigide, vous pouvez le casser. Mais en même temps, ça ne résout pas le problème. Et donc, on a étendu cet algorithme de modèle inverse à des situations de contact. Donc là, on vient regarder comment l'obstacle bouge. On vient en fait mettre un capteur sur l'obstacle. Donc on reproduit l'obstacle dans le modèle. Et grâce au fait qu'on a reproduit l'obstacle dans le modèle, et un petit peu d'algorithmie dont je vous passe les détails, on arrive à trouver une solution automatiquement pour que le robot s'adapte à son environnement.
Et pour moi, ça, c'était un truc qui était très important, puisqu'il y a toute l'idée de la robotique souple, c'est des robots qui doivent pouvoir fonctionner en contact avec un environnement, avec des situations comme celle-là où il y a un obstacle qui vient les gêner. Et notamment, il y a toute une idée de faire une robotique dans un environnement encombré. En général, quand on fait de la robotique, l'environnement il doit être super clean, on évite quoi que ce soit. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on pourrait essayer de faire de la robotique dans un environnement encombré. Ça ne poserait pas forcément de problèmes, notamment de problèmes de sécurité. Et puis, on a encore étendu cet algorithme à la manipulation. Donc là, cette fois-ci, l'idée, c'est qu'on a mis un petit gobelet dans la trompe et on impose des mouvements au gobelet. Et donc, l'algorithme nous dit comment il faut actionner, donc toujours tirer sur les câbles pour que le gobelet, par exemple, se mette en situation d'être un peu plus renversé, tout en maintenant les contacts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le lâcher non plus. Donc, il y a une idée de garder la contrainte de serrage du gobelet tout en ayant la possibilité de manipuler. Alors là, mon objectif final, c'était de pouvoir me servir le café, que le robot puisse me servir le café. Donc, on n'y est pas encore, puisque dès qu'on remplit le gobelet d'un peu d'eau, le truc est trop souple, ça tombe. Bon, bref. Mais on y arrivera, on y arrivera. Je reviendrai faire une conférence. Et puis, la dernière chose le dernier exemple de travaux, donc, avec un autre étudiant, on a travaillé sur la boucle fermée. Donc, l'idée, c'est, vous avez vu, le robot, il fait beaucoup de vibrations. Et on n'a pas forcément envie qu'il y ait tout le temps ces vibrations. Et donc, on met un petit capteur au bout du robot. C'est un petit capteur de position. Et on vient modéliser le robot et trouver, grâce à ce capteur, comment le robot est en train de bouger, d'onduler. Et on vient corriger ça. Donc, grâce aux mesures qu'on va faire, on va pouvoir contrôler pour éviter que le robot se tremble. Donc, vous voyez qu'à droite, le robot tremble quand même beaucoup moins qu'à gauche, et aussi, il va plus vite à son objectif. Et donc, on a comme ça des travaux qui cherchent à mettre des capteurs sur le robot pour pouvoir augmenter ses performances. Voilà, donc pour finir cet exposé, je voulais vous montrer un peu des exemples d'applications de ce robot, parce que ça peut paraître un peu théorique, donc je voulais vous montrer des choses qui sont un peu plus concrètes. Donc cet algorithme-là que je vous ai montré, on a commencé à le mettre au point à peu près en 2017. Donc après, il y a eu des améliorations les années suivantes, jusqu'à peu près 2020. Mais quand on a commencé à voir cet algorithme, on a tout de suite vu qu'il y avait un potentiel pour tout ce qui était navigation de cathéters dans les vaisseaux. C'est-à-dire que, juste pour... donc quand vous avez un problème au cœur, par exemple, aujourd'hui, la plupart du temps, quand on va vous mettre, si je ne sais pas, des gens ont déjà eu ça, mais quand on vous met un stent, par exemple, on n'ouvre plus le corps pour mettre le stent. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on passe un petit tuyau qui s'appelle un cathéter. Donc souvent, on passe par l'artère fémorale, on remonte jusqu'à l'aorte, et puis hop, on arrive dans le cœur. Et on vient, en fait, ce petit tuyau, le chirurgien regarde à travers avec un retour de radio, où il est dans les vaisseaux. Donc des fois, il injecte un peu de produit de contraste, parce que sous contrôle radio, on ne voit pas les vaisseaux, justement. Et puis, il regarde où il est. Et donc, lui, ce qu'il peut faire avec son cathéter, c'est qu'il peut pousser, il peut tourner. Donc, le cathéter, en général, est un peu courbé, donc ça lui permet de rentrer dans des bifurcations. Et puis, il peut mettre aussi dedans un guide qui est un peu plus rigide, en général, mais qui reste très, très souple, et qui permet de redresser, s'il y a besoin, le cathéter. Et globalement, pour faire ce genre d'opération, c'est 2 à 3 ans de formation, en plus de leurs études de médecin. Donc, c'est des formations très longues parce que c'est des gestes très compliqués. Et c'est très compliqué de trouver à la base du patient comment je dois tourner, pousser mon cathéter pour que, sous mon contrôle radio, j'arrive à atteindre le bon endroit. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui développent des robots qui aident à faire ce genre de chirurgie. D'autant plus que, comme c'est sous contrôle radio, rien que les médecins, en fait, subissent aussi la radio. Et donc, vaut mieux qu'il soit aussi à distance, un peu comme le premier robot que je montrais. Et donc, on a vu un potentiel parce que c'est le fait de pouvoir naviguer une structure souple
dans un environnement où il y a des contacts, donc ce qu'on fait là, c'est exactement le même problème que pour ce type de mouvement. Et donc, en 2019, on a commencé à travailler avec une équipe sur un cathéter qui lui-même avec un câble, pouvait se redresser et se plier. Et puis, on a fait une thèse avec une entreprise qui s'appelle Robocat en 2019, qui a commencé en 2019 et qui s'est terminée il y a 1 an ou 2. Où en fait, l'idée, c'est que vous voyez, là, c'est le cathéter. Vous voyez que là, on arrive à le faire naviguer dans les différents vaisseaux. Mais la question, c'est comment, encore une fois, c'est le modèle à l'inverse, c'est je veux atteindre tel endroit dans l'anatomie, quelle combinaison de mouvements je dois faire pour atteindre cet endroit. Donc ça, c'est ce qu'on voit un peu sur ces vidéos-là. Vous voyez le point vert, c'est l'objectif à atteindre. Et du coup, on a un algorithme qui permet de faire bouger le cathéter de façon à atteindre la cible. Donc on a développé ça. Donc l'idée, c'était de proposer un outil d'aide à la chirurgie. Donc en plus du fait que Robocat permet à des gens de manipuler le cathéter à distance pour ne pas être irradié, il y avait cette possibilité de pouvoir avoir un outil d'aide, etc. Mais après, c'est aussi une des difficultés, c'est pour ça que j'en parle, ce n'est pas forcément simple de transférer des recherches dans l'industrie, parce que finalement, eux, ils ont eu un changement de stratégique, etc., qui a fait qu'ils ont dû arrêter la recherche avec nous, ils n'avaient plus de fonds pour faire ça. Et donc, du coup, on est reparti avec d'autres partenaires, on a une nouvelle thèse qui est en cours avec une autre boîte. Mais voilà, le chemin pour réussir à sortir de la recherche vers des applications concrètes, il y a des possibilités, mais c'est aussi la vie économique qui est dans la boucle. Un autre exemple, un peu dans la même veine, on travaille beaucoup sur des robots souples anatomiques. L'idée, c'est aussi toujours des outils de formation pour les chirurgiens ou de tests de matériels médicaux. Mais l'idée, c'est de faire des structures anatomiques, donc des fausses structures anatomiques. Là, c'est par exemple une fausse prostate, où on vient tester en fait un robot qui vient faire de la biopsie dans la prostate. Et en gros, l'intérêt de tout ce qu'on a fait, c'est qu'on est capable de faire avec nos algorithmes, de trouver, en regardant comment la structure se déforme, de trouver les forces qui s'appliquent. Là, vous voyez, en fait, on a juste quelque chose de passif, là, juste pour le moment. On mesure les positions de la fausse prostate et on arrive à retrouver les forces que l'utilisateur applique dessus. Et puis, il y a aussi cette idée de faire des robots au sens où, par exemple, la prostate, quand on va faire une biopsie, elle va avoir tendance à s'inflammer, donc à grossir, pendant l'intervention. Et donc, il y a cette possibilité de venir mettre un actionneur pour reproduire aussi ce mouvement d'inflation. Et donc, il y a toute une idée de développer aussi, là, on a tout un travail, là, je ne vais pas montrer, on vient de terminer un travail sur un cœur. Donc ça, c'était un travail un peu préliminaire. Donc, pour pouvoir, en fait, voilà, si je peux montrer ça, ouais. Finalement, ce n'est pas le prototype final du tout. Mais il y avait cette idée de faire un robot cœur qui reproduise les mouvements, les vrais mouvements du cœur, donc récupérer des images de patients et reproduire ces mouvements sur un robot, de façon à pouvoir tester du matériel médical dedans. Voilà. Je vais sortir du domaine médical, puis je vais vous montrer un autre exemple d'application. Mais avant, je voulais faire un hommage à Vincent Ewart, qui est un chercheur en robotique, qui, quand j'avais lancé l'équipe, m'avait envoyé cette vidéo, qui est en fait une sangsue qui attaque un ver de terre et qui développe une stratégie. Alors, là, on est dans le monde du souple, hein, très très souple. Et donc, pour l'attraper, en fait, elle l'avale et elle la fait glisser le long de son corps. Vous avez le droit de dire que c'est dégueulasse, hein, c'est vrai que c'est... Mais ça m'a quand même donné une idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on fait du pick and place, comme je disais tout à l'heure, en suivant le mouvement du bras humain. C'est-à-dire le pick and place, c'est des opérations très très courantes où on prend dans une caisse, on met sur un convoyeur, ou inversement, on va prendre d'un convoyeur, on met dans une boîte. Et ça, aujourd'hui, avec un robot, on le fait comme on le ferait, nous. Et du coup, il y a eu cette idée de... Il manque une image, dommage.
on a eu cette idée de dire, plutôt que de faire ce mouvement de va-et-vient, on va faire comme la sangsue, on va faire une espèce de trompe dans laquelle passent les objets dedans. Alors, la première version qui est en simulation, c'est celle-là. L'idée, c'est donc d'avoir une structure souple, il n'y a pas d'articulation, donc on peut faire convoyer en fait, les objets le long du robot, un peu comme la sangsue aval. Voilà. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus ce mouvement de va-et-vient qui a besoin d'être très rapide si on veut tenir les cadences. Donc il n'y a pas beaucoup de mouvements, ça consomme moins d'énergie, et pour autant, ça peut faire le job. Donc aujourd'hui, on est en train de développer une entreprise qui développe un robot comme ça pour faire des opérations de pick and place. Et donc c'était cette image-là qui manquait. Ce robot qui est capable en fait, d'attraper à une extrémité et qui est capable de relâcher. Donc avec cette boîte, on développe d'abord un robot creux qui serait un peu comme une trompe d'éléphant, encore une fois, mais cette fois-ci avec l'intérieur complètement vide, et pour pouvoir faire convoyer les objets à l'intérieur. Et puis d'un autre côté, pour pouvoir commencer à vivre, on a lancé un robot qui est plutôt pour l'académique. On va voir, mes vidéos ne se lancent pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah si, voilà. Donc c'est un petit robot. Alors je ne sais pas s'il y en a qui viennent, qui vont aller c'est au centre. Alors c'est où le prouver du coup, si vous allez au stand INRIA, vous verrez ce robot. C'est un petit robot qui est reconfigurable, où on peut faire justement fait de structure souple, quoi. On peut quand même faire, il y a une petite pince. Pour le coup, là, on peut faire du pick and place comme on le fait traditionnellement, mais avec une structure complètement souple. Et je voudrais juste finir pour vous montrer trois exemples d'artistes aussi qui ont travaillé avec nous, parce que pour moi, ça fait aussi partie c'est important en fait de diffuser aussi la recherche au niveau du monde artistique, en général dans la société. Donc il y a eu ce travail de Jonathan Pep qui a fait une œuvre qui s'appelle Exobiote avec nous. L'idée, c'était vraiment au tout début de l'équipe. Il a voulu reprendre un peu cette idée que dans le futur, il y aurait peut-être des organes qu'on pourrait aller acheter, qui seraient des trucs un peu bizarres. Et donc il a fait comme un comptoir où on pourrait voir différentes formes qui mélangent des structures rigides et souples. Le design est particulier, puis alors les mouvements qu'il crée, il y a vraiment beaucoup, c'est pneumatique, il y a vraiment beaucoup d'endroits qui peuvent bouger. Donc il avait comme créé une partition de mouvements, en fait, tous un peu étranges, mais en même temps qu'il y avait une certaine poésie quand on se balade le long de l'œuvre. On a travaillé aussi avec un artiste qui se définit comme artiste plieur, qui fait des origamis. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi des structures aussi souples, ces origamis, donc, qui viennent plutôt de la culture japonaise. Et il avait fait notamment une exposition qui s'appelait Plantoidori, qui est aussi donc avec du papier froissé pour donner un peu le décor, puis à l'intérieur quelques robots origami qui avaient des mouvements particuliers, on va dire. On est dans un espace, dans un monde peut-être post-nature. Voilà. Et la dernière collaboration, c'est avec Yosra Mojdaedi, qui est une artiste iranienne, qui a été beaucoup marquée par son pays où le rapport au corps est interdit, complètement interdit. Et du coup, c'est une artiste qui développe qui essaie de développer des objets qui sont très charnels, quoi. Donc ça pose un peu la question de la robotique érotique. Je vous laisse apprécier ou pas. Donc les corps sont un peu disloqués.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Puis si vous avez des questions, je suis ouvert aux questions. Alors, il n'y a pas de questions bêtes, voilà, donc n'hésitez pas. Le logiciel que vous utilisez pour modéliser les robots et tout, c'est vous qui l'avez codé ou vous avez pris de quelqu'un d'autre? Non, donc c'est un logiciel qu'on a... Alors, j'ai pas codé ça tout seul, mais c'est un logiciel open source qui s'appelle SOFA et qui est développé par plusieurs équipes à l'INRIA. Donc, des équipes qui font qui continuent un peu cette thématique de la simulation chirurgicale, comme j'ai montré au début, et puis des équipes qui font de la robotique. Et c'est un logiciel open source, ça veut dire que en fait, chacun est libre d'y contribuer. Ouais. Alors on sait que le débat qui existe depuis toujours, c'est la liaison entre la machine et l'homme. Dans les années 60 déjà, Stanley Kubrick, dans son film 2001, l'Odyssée de l'espace, avait donné en fait un pouvoir à la machine qui prend le contrôle. Alors moi j'aimerais bien connaître les grandes lignes éthiques en fait qui gouvernent en fait votre activité. Voilà. Alors c'est une bonne question, si ce n'est que aujourd'hui cette ligne éthique, ces questions éthiques, elles se posent assez peu, on va dire, pour la robotique souple, étant donné l'état encore un peu rudimentaire, comme je l'ai montré, des machines qu'on développe pour l'instant, on va dire. Clairement, elles sont loin d'avoir le contrôle sur nous, là, pour l'instant, les machines, mais c'est vrai que pour moi, les questions sont... Ouais, je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question de manière aussi globale, quoi, on va dire. Aujourd'hui, moi, c'est ce qui me... en tout cas, par exemple, donc, prenons les choses d'un point de vue vraiment les applications médicales, la plupart du temps, ce qu'on va essayer d'apporter aux chirurgiens, c'est un outil d'aide. C'est-à-dire, c'est, par exemple, un des aspects éthiques dans nos travaux, c'est de faire attention à ce qu'on ne donne pas l'impression aux chirurgiens que la machine contrôle tout, voilà, et qu'en fait, il se trouve que nous aussi, enfin, nos modèles peuvent faire des erreurs, etc. Et ne pas donner un excès de confiance par rapport à la machine, quoi. Je pense que ça, c'est un point. Voilà. Autre question éthique comme ça qui me vient, c'est peut-être par rapport aux usages de ces robots. Donc moi, par exemple, là, quand on a créé la startup Compliance Robotics, je suis assez sensible en fait aux usages qu'on va pouvoir faire avec ces robots, et notamment sur toutes ces tâches de pick and place. C'est une vraie question en fait qui n'est pas forcément simple, mais qui se pose depuis longtemps, qui est est-ce que ces tâches-là qui aujourd'hui, en fait, notamment pour les fruits et légumes, sont encore faits beaucoup à la main, avec des tâches qui sont franchement donc pour avoir visité beaucoup d'usines, c'est pas des postes de travail très sympas, quoi, globalement, avec du coup de la difficulté à trouver de la main d'œuvre, avec beaucoup aussi de gens qui font ça pendant une semaine puis qui s'en vont parce qu'ils en ont marre. Et du coup, c'est vrai que pour moi, il y a une réflexion. Enfin, moi, là-dessus, je suis assez convaincu que c'est bien de mettre des robots sur des tâches que je considère presque comme des tâches qui ne sont pas humaines, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, remplir des cagettes de pommes, enfin déjà, pourquoi on veut que nos pommes soient dans des cagettes, c'est une autre question, mais pourquoi enfin, c'est des boulots qui sont vraiment... voilà. D'autant plus qu'à côté de ça, on voit bien qu'il y a des manques de personnel dans les hôpitaux, etc. Et on se dit, mais peut-être qu'il y a un mouvement à faire de travaux, en fait, de tâches, en tout cas. Voilà. Mais par contre, c'est des questions plus économiques, etc. Donc, pour moi, la question souvent, elle est imbriquée avec d'autres questions, quoi. Donc, bon, après, sur le fait que la machine commence à prendre le contrôle, pour moi, c'est plus aujourd'hui la vraie question, elle est plutôt par rapport aux IA qui ne sont pas du tout robotisés, d'accord. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'un truc important, c'est que les vidéos que vous avez vues au début de robots qui font la gymnastique, etc., ce n'est pas des robots qui utilisent aujourd'hui beaucoup d'IA, c'est plutôt ce qu'on appelle du contrôle prédictif.
Donc c'est-à-dire qu'on a modélisé l'environnement, on sait exactement comment le robot se comporte et on va prédire le mouvement. Mais aujourd'hui, ça va se poser, hein, ça se pose peut-être pour des drones qui font la guerre, etc. Mais pour moi, la question elle est plus centrale sur l'IA, sur le contrôle, Et là-dessus, je ne sais pas, je n'ai pas forcément d'avis très tranché, quoi. Je ne sais pas plus que vous, en tout cas. C'est compliqué, quoi. Je pense que c'est un sujet compliqué. En tout cas, nous on utilise peu d'IA pour l'instant, un petit peu pour accélérer les calculs de certains de nos modèles. Mais on utilise toujours la modélisation. C'est-à-dire, on ne fait pas confiance à l'IA pour modéliser les robots. Même s'il y en a pas mal dans la communauté qui font ça. Merci. Moi, j'ai 2 questions. Ouais. Une en suivi de ce que dit monsieur. Plus les robots vont se développer, plus on pourra quand même intégrer l'IA. Le problème se pose en ce moment avec la guerre avec les Israéliens dans les interventions sur Gaza. Et la deuxième chose, elle est technique. Maintenant, avec les cathéters qui sont développés, à quel diamètre minimum vous arrivez à construire un cathéter pour pénétrer les vaisseaux? Ah oui, les cathéters, c'est tout petit. Hein. Je pense que ça descend jusqu'à moins d'1 millimètre d'épaisseur, de diamètre. Ouais. Ouais. Mais après, le cathéter lui-même, c'est jamais qu'un tuyau. Ce qui va être la difficulté, c'est de savoir comment le déformer le long du vaisseau, et notamment le piloter à la base. Parce que plus il va être petit en diamètre, en plus il va être très très souple. Donc on arrive, après, la difficulté, c'est comment guider un spaghetti, quoi. Donc, oui, alors, en général, nous, on s'occupe, le diamètre, on prend, en tout cas, dans les exemples qu'on a vus, c'est pas, nous, on maîtrise pas, c'est le chirurgien qui décide quel cathéter il utilise, quoi. Voilà. Donc, on travaille, même Robocat, l'entreprise qui faisait le robot qui pousse les cathéters, eux, ils ne développent pas de cathéter. En fait, leur robot s'adapte au cathéter que le médecin choisit. Mais aujourd'hui, ouais, les médecins choisissent il y a toutes sortes de cathéters, quoi. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est vous allez utiliser des cathéters qui sont un peu plus gros diamètre pour monter jusque l'aorte, parce que les vaisseaux sont assez rigides, et puis c'est plus facile à monter. Puis par contre, on va utiliser des petits cathéters, notamment quand on veut monter dans les artères du cerveau. Donc souvent, il y a du gros cathéter, on fait sortir un petit cathéter, puis de ce petit cathéter, un autre plus petit cathéter. Voilà, notamment pour aller soigner les anévrismes ou des choses comme ça. Ouais. Bon, la question technique est plus facile. Et alors après, c'était quoi votre question moins technique, c'était sur... je suis d'accord que... Ouais. C'est le problème de la science en général. Il y a toujours... Oui. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez convaincu par le fait que de plus en plus, on va mettre d'intelligence dans les robots, etc. Ça, c'est sûr. Mon point de vue personnel, peut-être que ça, mes collègues ne me partageront pas avec moi, mais moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les robots humanoïdes, notamment qui sont un peu les robots qui sont présentés à la conférence, la plupart d'entre eux manquent de souplesse, vraiment. Dans le sens où, en fait, si on veut justement imiter un peu la manière dont nous, on fonctionne, nous, on ne se dit pas, tiens, cet objet est à tel endroit dans l'espace, au sens X, Y, Z, je sais exactement la position de cet objet, je vais le saisir là. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur la table et puis on va prendre. Et en fait, cette idée de se dire, je n'ai pas une précision absolue bonne. Avec un robot souple, je n'ai pas une précision absolue. On est hyper mauvais par rapport au robot rigide. Mais par contre, ce qu'on sait faire, c'est dire, viens t'appuyer sur la table, puis après, tu viens prendre. Et en fait, cette logique-là de se dire on s'adapte, ça permet de rattraper toutes les petites erreurs qu'on peut faire. Voilà. Et donc, moi, je pense que les robots humanoïdes, tels qu'on les conçoit aujourd'hui, manquent de souplesse mécanique. Voilà. Parce que du coup, c'est quand même des technologies qui sont très fragiles, au final. Parce que la dureté ne veut pas dire que c'est robuste, au contraire. Et donc, je pense qu'il faut que dans nos technologies, on travaille pas que la performance, mais aussi la robustesse. Robustesse, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme aujourd'hui, vous voyez, dans la nature, les arbres, dans une tempête, les arbres qui tiennent droit, c'est ceux qui sont souples, quoi. Bon, c'est la fable, voilà, juste
chêne et du roseau. Mais effectivement, enfin, après, ouais. Sur la question de l'apport de l'IA à la robotique, enfin, aujourd'hui, c'est sûr que les deux sont très... Il y a beaucoup d'interactions aujourd'hui, et même les conférences comme celle qui a lieu dans les jours qui viennent, là, il va être beaucoup sans doute question d'IA dans ces conférences-là. Ouais. Donc oui, c'est évident qu'aujourd'hui, on essaye de faire ça. Ouais. J'écoutais hier une sportive des Paralympiques qui avait le genou coupé et qui parlait d'un genou intelligent avec lequel elle peut tout faire. Ça fait donc partie ces matières, enfin ces robots souples dont vous parlez, c'est que de la mécanique ou c'est... Ouais, c'est vrai que j'ai pas montré, mais effectivement, il y a pas mal de gens dans le domaine qui essayent justement de faire des prothèses ou aussi des orthèses au sens outil d'assistance, c'est-à-dire plutôt pour des gens paralysés, un peu comme des exosquelettes. Mais justement, essayer de faire des choses avec des matières plus souples pour que ça s'adapte mieux, ça soit moins douloureux à utiliser. Voilà. Donc oui, là-dessus, il y a vraiment pas mal de travaux qui sont en cours. C'est vrai que j'aurais pu montrer ça aussi comme exemple d'application. D'autant, il y a aussi un aspect qui est intéressant aussi dans les... Si vous utilisez par exemple un préhenseur souple, on peut certains chercheurs ont montré qu'avec un actionneur, on peut déjà en fait attraper un objet parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un câble par exemple qui est souple et en fait tous les membres vont venir se serrer jusqu'à temps qu'il y ait assez de force, quoi. En fait, la souplesse permet de s'adapter à la forme de l'objet. Donc avec un même préhenseur, on va pouvoir attraper des objets de très différents avec un seul actionneur. Parce que c'est vrai pour les gens qui ont des membres amputés, c'est difficile d'aller reconnecter autant de muscles, enfin autant d'informations que ce qu'il y a présent sur la main, quoi. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, comme quoi un robot qui puisse s'adapter à un robot souple, ce serait intéressant qu'il puisse détecter qui touche à table et puis aller ensuite chercher l'objet. Est-ce que j'ai l'impression que dans ce que tu as montré, ce que vous avez fait, il faut souvent modéliser l'environnement presque entièrement pour pouvoir connaître l'état du robot. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des capteurs le long du robot ou de détecter, par exemple, quand il y avait la trompe qui essayait de toucher les deux barres, au début, elle ne voyait pas l'objet. Est-ce qu'il y a moyen de détecter qu'elle est en contact avec l'objet et de pouvoir venir s'adapter sans avoir besoin de tout modéliser Alors, c'est vraiment notre sujet, c'est un des sujets de recherche actuels, quoi. Vraiment, c'est vraiment le truc. Aujourd'hui, c'est un des défauts qu'on a, effectivement, qu'il faut modéliser tout l'environnement pour... Et donc, alors, sur un obstacle, on peut facilement le détecter avec une caméra, donc par exemple, ce genre de choses. Mais effectivement, on aimerait bien que ce soit plus encore inséré dans le robot, qu'on n'ait pas besoin de caméra extérieure ou ce genre de choses, quoi. Et quand même, je voudrais aussi revenir, parce que j'ai peut-être un peu forcé le trait. Aujourd'hui, il y a quand même aussi pas mal de gens qui font de la robotique rigide et qui sont capables de détecter un contact avec une table. Et puis, je ne dis pas non plus que c'est... Mais du coup, c'est souvent, ça va être géré au niveau des articulations par du contrôle, quoi. Mais alors que du coup, en gérant avec la mécanique, ça permet d'encaisser des erreurs, etc. plus facilement. Bonjour. Dites-moi, en matière de soft robotics, si je prends par exemple les États-Unis, l'Europe, la Chine et l'Inde, est-ce qu'on est tous à peu près au même niveau ou bien est-ce qu'il y a certains blocs qui ont pris un peu d'avance? Alors, je dirais que du coup, en Europe, il y a les Italiens qui ont fait beaucoup de trucs en conception mécanique. C'était un des pays assez novateurs. Au Japon, il y a eu... Alors, c'est vrai que je vais faire dans l'ordre. Peut-être les tout premiers vraiment robots souples qu'on a vus, c'est au Japon. C'est vrai que je n'ai pas montré, mais il y a un chercheur dans les années, je crois que c'est en 78-79, qui a sorti un robot pneumatique, un mini-robot pneumatique. Et après, ce truc-là, il a fait un ou deux papiers, une ou deux vidéos, puis plus rien jusque quasiment 98-99, quoi. Et après, il y a eu quelques travaux aux États-Unis. Et puis, il y a une vraie, en Italie, il y a eu pas mal de chercheurs qui sont vraiment intéressés à ce sujet-là, surtout des chercheurs qui s'intéressaient à la bio-inspiration, etc. Et voilà, du coup, nous, on se positionne comme d'habitude plutôt sur les maths, donc plutôt sur les modélisations. Voilà. Ouais, non, aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse dire
enfin, disons qu'il y a des labos en fait, qui sont plus ou moins avancés sur tel ou tel sujet, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on soit si en retard que ça. En fait, souvent, je pense, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de créer une boîte, c'est que souvent on est en retard sur la partie après. C'est-à-dire que c'est pas forcément... Parce que là, c'est quand même enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est très émergent. Et donc, bon, c'est plus en fait sur l'étape d'après, l'industrialisation, on a souvent du mal plus. Voilà. Vous créez vos robots avec une imprimante 3D, mais est-ce que, par exemple, à terme, vous allez le laisser en plastique ou vous allez, par exemple, rajouter d'autres matériaux? Et si oui, ben, quels matériaux? C'était une très bonne question. Alors, il y a plein de... C'est un gros sujet, ça. Donc aujourd'hui, on fait ça en impression 3D parce que c'est pratique. Alors, on ne fait pas tout en impression 3D, notamment, on a pas mal de robots. La petite tentacule que j'ai montrée, c'était en silicone. Donc là, en impression 3D, on fait le moule, mais on moule du silicone à l'intérieur de voilà, pour fabriquer le robot. Donc, globalement, c'est les deux méthodes de fabrication, impression 3D et moulage. Mais il y a d'autres méthodes pour gérer des polymères, hein, donc injection, voilà, par exemple. Mais il y a aussi des travaux de recherche, notamment il y a un chercheur dans l'équipe qui est arrivé il y a 3 ans, là, qui s'intéresse à utiliser des matériaux les moins transformés possibles, donc des matériaux biosourcés, donc par exemple du roseau, des matériaux naturels. Alors ça pour 2 raisons. L'idée c'est d'essayer de moins transformer le robot, puis aussi de permettre entre guillemets à n'importe qui, à n'importe où, de pouvoir fabriquer un robot. C'est une vraie question, pour pouvoir aussi avoir une technologie qui soit plus accessible à tous, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais mais voilà. Il y a aussi ici un truc que je n'ai pas dit, mais c'est qu'aujourd'hui, on réfléchit aussi pas mal à utiliser ça peut surprendre, mais certains métaux. Il y a des métaux qui, en fait, au final, quand on les affine très fort, sont, par exemple, des aciers ressorts, c'est très souple, en fait. Et donc, simplement, il y a une conception à avoir pour permettre à ce que la structure reste souple. Évidemment, si on met du métal partout, c'est plus souple. Mais si on arrive à faire une structure affinée à certains endroits, etc., on peut rendre aussi la structure déformable. Bon, merci beaucoup.